Bonjour, nous sommes mercredi 20 novembre, il est 13h01. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Avant de débuter nos travaux, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Guignane-Guéhaga de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Chers collègues, je vous invite à observer 1 minute de recueillement avec moi. Merci. Merci, je vous invite à prendre place. Nous allons débuter avec la période de questions des membres du public, en débutant avec la première question qui nous est présentée par Marie-Pierre Côté, une question portant sur la congestion routière. Cette question s'adresse à la porteur ou porteur de dossier et se lit comme suit. Nous avons déménagé à l'intersection Lorigny-Mont-Royal est de Papineau. Notre trajet pour rejoindre le pont Jacques-Cartier à 8 heures du matin est passé de 10 minutes lorsque nous habitons à l'intersection Chérier-Saint-Denis à l'ouest de Papineau à 40 minutes. Cette importante augmentation de temps de trajet s'explique par l'impossibilité de tourner à gauche partout, à l'exception de l'avenue Sherbrooke. Cela contraint tous les résidents de l'Est du plateau et Rosemont à emprunter cette unique voie, entraînant d'importants bouchons de circulation sur Sherbrooke. De plus, les nombreux panneaux interdisant les virages à gauche sur les autres rues aggravent cette congestion. En conséquence, certains automobilistes frustrés par la situation recourent à des manœuvres illégales telles que des demi-tours ou l'utilisation de ruelles pour tenter de réduire le temps de trajet. Cette situation est injuste pour les résidents de l'Est. Y a-t-il des mesures? Des mesures sont-elles prévues? Madame Marianne Giguère. Bonjour, merci pour votre question. En effet, sur presque toutes les grandes artères de la ville de Montréal, et ça depuis longtemps, on observe des interdictions de virage à gauche. C'est une mesure qui a été reconnue comme très efficace pour éviter un nombre important de collisions. Les virages à gauche sont vraiment reconnus comme étant un des mouvements aux intersections qui cause le plus de collisions. Donc, c'est entre autres pour ça que ça a été instauré, et bien avant notre administration par ailleurs. C'est aussi une mesure qui favorise la fluidité parce que quand les gens attendent pour faire leur virage à gauche, ils vont bloquer souvent le trafic. Donc, il y avait aussi cet aspect-là à l'époque qui était pris en compte. Donc, la mesure, elle existe pour cette raison-là, pour ces raisons-là, en fait. Et après, si jamais vos ruelles sont empruntées par la circulation de transit, sachez que c'est interdit. Le code de la sécurité routière interdit d'emprunter une ruelle pour transiter quand on n'est pas un résident local. Donc, si jamais c'est le cas, vous pouvez identifier ces ruelles-là, communiquer avec nous au cabinet du plateau Mont-Royal. Il y a des mesures qui existent pour éviter ça physiquement et l'empêcher là, pour la sécurité des résidents et des enfants qui jouent dans les ruelles. C'est important pour nous. Donc, merci pour votre question. Question numéro 2 nous est présentée par Virginia Sini. La question porte sur le transport en commun. Elle s'adresse à Madame Marie-André Mauger et se lit comme suit. I would like to know if there is a plan to improve the bus to Ram metro connectivity in Nuns Island. I've just moved here and I don't have a car. I would like to continue using public transportation to move around the city, but the buses are often late and their frequency is lacking. The bus that passes more frequently comes every 25 minutes, and there is no increase of frequency during rush hour.
Not to mention, when the bus doesn't pass, it's extremely late. On my first day going to work from Nuns Island, my bus didn't pass and I was 30 minutes late. If that bus passed every 10 minutes on rush hour, it would not have mattered, but having to wait for the next one meant 1 hour total wait. This was a warmer day, but in winter, this could have been impossible to stand outside for that long. I believe many more people would take the bus if it passed more frequently. Thank you for considering my message. I know many requests must come into your desk, and I appreciate your time. Monsieur Eric Alan Caldwell. Yes, thank you, Mrs. Speaker. Thank you for your question. We'll be in touch with you. There's been a bus network redesign on l'Île des Sœurs lately to connect more efficiently our bus network to the new REM station. So I understand that's your objective, and we're still monitoring those. We're still monitoring that redesign. The aim is to bring you to the REM station most efficiently. So we'll keep in touch to take your comment, to receive your comment, and see with you if there's a better solution with you. I must remind you and every Montrealers that we hope for more financing, more funding for public transit so that we can increase the service. But with what we have right now, we try to do our best to bring you to the REM station, and I'll be glad to keep in touch with you. Question numéro 3 nous est présentée par Walid Nassef. La question porte sur le transport adapté ainsi que les pistes cyclables. Elle s'adresse à Monsieur Eric Alan Caldwell et se lit comme suit. L'impact des aménagements de pistes cyclables sur la qualité de service du transport adapté est un défi que je vis à tous les jours. Malgré que je supporte le projet de pistes cyclables et sa popularisation, je demeure inquiet pour la sécurité lors des embarquements et désembarquements car les cyclistes ne semblent pas connaître ce droit ou ne sont pas conscients. Je désire savoir si la Ville pourrait engager une campagne d'information et de sensibilisation pour faire une signalisation pour permettre au transport adapté de travailler en sécurité. Monsieur Eric Alan Caldwell. Merci pour votre question. Oui, effectivement, de faire cohabiter les deux, on doit donner les bons signaux justement pour cette cohabitation des deux types d'usages qui sont très importants pour nous, c'est-à-dire le transport actif avec les pistes cyclables ainsi que le transport adapté, puissent trouver leur repère et bien sûr cohabiter en toute sécurité. Donc, il y a un travail phénoménal qui est fait à la Ville justement pour adapter nos signaux, adapter la matérialité des pistes cyclables, les dénivellations pour justement envoyer ces bons signaux-là. Alors oui, c'est un travail où à chaque nouvel aménagement cyclable, on voit des améliorations dans notre capacité à mieux faire cohabiter les deux clientèles. Ça reste un de nos objectifs, puis je suis très fier du travail qui a été fait tant à la STM qu'à la Ville en toute collaboration pour améliorer nos aménagements là-dessus. On reçoit d'ailleurs des visiteurs à travers le monde qui s'inspirent de nos aménagements, mais ça nous pousse encore à aller plus loin et à voir comment est-ce qu'on peut mieux cohabiter ensemble. Ceci met fin à la période de questions des membres du public. À titre informatif, aucune personne s'est présentée pour poser sa question en présentiel. 3 questions écrites ont été reçues via le formulaire web et de ces 3 questions, les 3 ont été entendues et répondues, ce qui nous permettrait de poursuivre avec la période de questions des membres du conseil municipal en débutant avec le chef de l'opposition officielle, M. Arif Salem. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, depuis l'élection de Projet Montréal en 2017, les Montréalais ont vu leur compte de taxes exploser. En 2017, le compte de taxes d'une résidence moyenne à Montréal était de 3 611 $. En 2025, le compte de taxes d'une résidence moyenne à Montréal est maintenant de 4 995 $. Une augmentation moyenne de 1 384 $, soit 38% en seulement 7 ans. Madame la Présidente, il n'y a pas qu'à la Ville Centre où Projet Montréal a pigé allègrement dans les poches des Montréalais. Depuis l'élection de 2017, les arrondissements de Projet Montréal ont remporté la palme d'or des explosions de taxes. Pour les résidences unifamiliales, ce sont les arrondissements de Projet Montréal qui trônent au sommet, occupant les 4 premières positions. C'est l'arrondissement du Sud-Ouest qui mène avec une flambée de compte de taxes de 46,01% en 2017 et 2025, suivi de l'arrondissement de la Mairesse avec 40,48%.
Le constat est semblable pour les condominiums et les multiplexes, le Sud-Ouest décrochant les 2e et 1re places respectivement. Le bilan de Projet Montréal, c'est un compte de taxes de plus en plus lourd pour des services en décrépitude. C'est très gênant, Madame la Présidente. Ma question est la suivante. Madame la Présidente, lundi dernier, la mairesse se lançait des fleurs. Est-ce que Projet Montréal se lance aussi des fleurs pour l'explosion des taxes des Montréalais depuis leur élection de 2017? Merci, Madame. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, on vient tout juste de présenter notre budget aux Montréalais et Montréalaises et ce qui en ressort, bien sûr, de ce qu'on a fait valoir, mais également ce qui ressort des observateurs et des gens les Montréalais, Montréalaises qui payent des taxes à Montréal, c'est à quel point on a réussi, à maintenir les services au cours des 8 dernières années sans jamais y toucher, ça s'assurer, parce que ça, c'est la base d'une ville. On a réussi à adapter la ville également face aux besoins que les Montréalais ont exprimés, que ce soit l'habitation ou la lutte au changement climatique et même le transport. On n'a jamais lâché, on a décidé d'augmenter ces budgets-là de façon historique. Tout ça avec un modèle de fiscalité, somme toute, très archaïque et en limitant les taxes, dans ce cas-ci pour la ville-centre à 1,8 puis quand on rajoute les taxes d'arrondissement à 2,2 Et quand on regarde d'autres villes canadiennes qui sont comme Montréal, avec des enjeux de société qui la dépassent, l'itinérance, la lutte au changement climatique et même l'habitation, on parle de, par exemple, Toronto et Vancouver qui augmentent année après année, grosso modo, leurs taxes à près de 10 Alors, les Montréalais, avec Projet Montréal, ils en ont pour leur argent. Merci. Question complémentaire. Juste, Madame la Présidente, juste vous dire que la diffusion, elle est off, elle ne fonctionne pas. C'est correct? OK. Alors, Madame la Présidente, la réalité est la suivante. Nous sommes dans un festival de promesses brisées de Projet Montréal. Je vais les nommer, Madame la Présidente. En 2018, la hausse des taxes, elle était de 3,3 L'inflation prévue était de 2,1 une promesse brisée. En 2020, la hausse des taxes était de 2,1 L'inflation prévue, elle était de 1,9 une autre promesse brisée. En 2023, la hausse de taxes était de 4,1 L'inflation prévue était de 4 une troisième promesse brisée. Et en 2025, la hausse des taxes est de 2,2 et l'inflation, elle est de 1,8 une quatrième promesse brisée. Madame la Présidente, nous sommes devant un festival de promesses brisées avec Projet Montréal. Et ma question, est-ce que la mairesse peut arrêter de prendre des Montréalais pour des valises et avouer qu'elle a brisé sa promesse une quatrième fois cette année? Merci, Madame la Présidente. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est à quel point les Montréalais sont fiers d'avoir une administration qui est à l'écoute, qui dépense pas des millions comme ça a déjà été fait quand l'opposition était au pouvoir sur des trucs farfelus. Je pense que ça peut être la course, la formule électrique ou autre, des trucs du genre. Alors que nous, parce qu'il y avait une crise du logement, on a décidé d'investir depuis qu'on est au pouvoir 1 milliard de dollars au niveau de l'habitation. On a investi comme jamais pour réparer les routes qui ont d'ailleurs augmenté de cote, sont dans les meilleurs états que quand vous étiez au pouvoir avec Denis Coderre. La même chose également pour les changements climatiques où on répare les infras, mais on passe à l'extérieur de la boîte avec les parcs éponges parce que les Montréalais nous demandent d'être proactifs. Alors, en gardant les taxes à l'inflation, Madame la Présidente, on réussit à assurer les services aux citoyens qui sont aussi importants, bibliothèques, arénas, déneigement, les poubelles. Et en plus, on pense au futur. Le statu quo, c'est de l'autre côté de la Chambre. Ici, on travaille pour les Montréalais d'aujourd'hui puis ceux de demain. Merci. La leader de l'opposition officielle, Madame Chantal Rossi. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, de toute évidence, quoi qu'ils en disent, le bilan du service aux citoyens sous l'administration de Valérie Plante n'est vraiment pas élogieux. Que ce soit sur le plan de la propreté, du déneigement, les Montréalais et les Montréalaises ne jouissent visiblement pas d'un service de qualité à la hauteur des taxes qui leur sont prélevées. Pour l'année prochaine, l'administration de Projet Montréal nous présente un montant supplémentaire de 4 millions pour assurer la propreté du centre-ville et des artères clés, comparé à 3,2 millions dans le budget de 24. Une augmentation de seulement 800 000 $. Non seulement l'administration de Projet Montréal a décidé de sabrer dans les transferts qui sont octroyés aux arrondissements pour financer leur brigade de propreté, voilà qu'on nous offre des miettes pour nettoyer le centre-ville alors qu'on est en pleine crise sanitaire.
C'est sans parler des parcs jonchés de seringues souillées, de pipes à crack, de condoms, d'excréments qui, de toute évidence et vraisemblablement, ont des répercussions sur la qualité de vie et sur le sentiment de sécurité des Montréalaises et des Montréalais. Alors, Madame la Présidente, ma question, si les services aux citoyens est au cœur des priorités de Projet Montréal, pourquoi les sommes qui y sont dédiées ne sont-elles pas au rendez-vous? Monsieur Luc Rabouin. Merci, Madame la Présidente. Donc, on est vraiment, évidemment, très fiers d'avoir présenté un budget tout à l'heure qui maintient l'ensemble de l'offre de services à la population. Aucune réduction de services. On a maintenu tous les services. 2 choses sur la propreté au centre-ville. On ajoute 4 millions pour la propreté au centre-ville. Plus 4. Deuxième élément, la propreté dans les arrondissements, c'est une responsabilité des arrondissements. On a indexé les transferts aux arrondissements de 1,8 %, ce qui correspond exactement à l'inflation. Question complémentaire. Oui, c'est vrai. What a joke. Effectivement. Madame la Présidente, ce que je déplore, c'est que, à défaut de permettre aux arrondissements de maintenir leurs services de proximité, l'administration a préféré gaspiller de l'argent dans des technologies inutiles. On se rappelle bien des croque-glaces, des poubelles intelligentes, des toilettes auto-nettoyantes. Ça, c'est des gadgets, Madame la Présidente, qui sont perpétuellement hors service, puis qui coûtent un bras aux contribuables. Ça fait des années qu'Ensemble Montréal réclame des brigades de propreté à l'année dans les arrondissements. Ce qu'on demande, ce n'est pas de dépenser moins, c'est de dépenser mieux et d'arrêter de toujours dire, c'est les arrondissements. Monsieur, madame, tout le monde doivent comprendre que les budgets des arrondissements, ça vient de la ville-centre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'ils nous donnent dans les arrondissements. Alors, Madame la Présidente, comment Projet Montréal compte investir de façon responsable dans la... Monsieur Luc Rabouin. Merci, Madame la Présidente. Madame la mairesse. Merci. Écoutez, nous, les services aux citoyens, non seulement on s'en occupe, mais on augmente les budgets pour les arrondissements. Et après ça, c'est aux arrondissements de prendre leurs décisions, qui s'occupent d'ailleurs de la propreté et qui s'occupent des trottoirs, des déneigements. Alors, c'est très drôle de nous renvoyer la balle. Mais surtout, Madame la Présidente, permettez-moi de rappeler à Madame Rossi que c'est Denis Coderre qui amène les grosses poubelles. Et c'est Denis Coderre qui a fait les toilettes chauffantes. Alors, vous savez, et attendez, hier, on nous a dit, oui, les trottoirs chauffants sur Sainte-Catherine. Ouais, je pense que ça aurait vraiment bien marché. Fait que, écoutez, je parle qu'en termes de gestion inutile, de partir des affaires bling-bling, l'autre côté de la pièce n'a pas de conseils à nous donner. Nous, on s'occupe vraiment des services de base. On garde les services pour les citoyens. Merci, Madame la Présidente. Nous poursuivons avec les autres membres du conseil municipal. L'équipe Lacher nous indique ne pas avoir de questions. Monsieur Luis Miranda. Merci, Madame la Présidente. J'avais pas de questions, mais entendre la réponse de Madame la mairesse concernant les arrondissements, la propreté et ces choses-là, j'aimerais qu'on vienne m'expliquer comment que je peux, avec l'indexation actuelle, qui est inférieure à l'indexation que je dois donner en masse salariale, augmenter mes services. J'aimerais qu'on m'explique comment on fait ça. Monsieur Luc Rabouin. Madame la Présidente, à la Ville de Montréal, on a tous le même défi, que ce soit dans les services centraux ou dans les arrondissements. On veut limiter les hausses de taxes sur les Montréalais et Montréalaises parce que les gens ont plus de marge de manœuvre. On est obligé, on doit respecter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie nos façons de faire pour être plus efficaces, plus performants avec l'argent qu'on a. On n'a pas le choix, on doit le faire. On le fait à la Ville-Centre, on le fait en arrondissement. Je suis maire d'un arrondissement, je la comprends bien, la réalité. On fait ça aussi dans notre arrondissement. C'est le défi qu'on doit faire, puis les Montréalais nous demandent ça. Question complémentaire.
Madame Rossi, Madame la Présidente. est-ce que ça serait possible de s'en tenir au respect du droit de parole? Merci, Monsieur Miranda. Madame la Présidente, je ne sens pas que on m'a répondu à la question. Depuis 8 ans que c'est le 8e budget de Projet Montréal. Les 8 budgets n'ont pas représenté l'augmentation salariale. Comment est-ce qu'on peut venir dire aux gens qu'on investit plus dans la propreté dans les arrondissements alors qu'on n'investit même pas suffisamment pour les masses salariales? Monsieur Luc Rabouin. Je vais vous répondre exactement la même chose. Donc, le budget est indexé à l'inflation, puis à l'intérieur de cette enveloppe-là, on doit revoir nos activités, revoir nos façons de faire des choix, s'assurer d'être le plus efficace possible. On n'a pas le choix, c'est ce que la population nous demande. Sous le décompte suivant, est-ce que vous pouvez descendre votre main, s'il vous plaît? Merci. 3, 2, 1. Monsieur Benoît Langevin. 7 ans aux commandes de la Ville de Montréal, l'administration de Projet Montréal nous a carrément habitués à des miettes sur la question de l'itinérance. On nous arrive avec une augmentation aujourd'hui de 3,3 millions de plus. Ça représente quand même seulement 0,1% d'un budget de 7,23 milliards de dollars. Disons-le, c'est des miettes. Ça reste que quand on nous présente le projet, par exemple, c'est la priorité numéro 3 dans les faits saillants. Encore, de la communication. Si on regarde, par exemple, qu'est-ce que Gatineau peut investir au niveau de l'itinérance, puis qu'on y va par capita, ben, à la quantité de gens qu'il y a en situation d'itinérance à Gatineau par capita, ben, à Montréal, on allouerait 33 millions à l'itinérance. Fait que quand on se compare aux autres villes, il faudrait peut-être se doter d'indicateurs, puis de réaliser qu'à quel point on a un retard budgétaire. Moi, la question que j'ai envie de poser à l'administration, êtes-vous fiers de ce budget-là dans le contexte? Puis, est-ce que vous pensez que vous allez vraiment atteindre vos objectifs d'avoir un impact sur la situation des plus démunis à Montréal? Et la question? C'est ça, okay. Monsieur Robert Baudry. Oui, Madame la Présidente. Monsieur Langevin nous a habitués à être très réducteur dans sa lecture des choses et encore une fois, il récidive ici en faisant une description très succincte du budget. Mais c'est correct, il y a encore du temps pour le lire d'ici le véritable dépôt parce que le budget qui nous est présenté, c'est un véritable plan pour lutter à l'itinérance. L'itinérance, c'est quoi, Madame la Présidente? D'une part, et entre autres, et de façon plus importante, une personne qui n'a pas accès à un toit dans sa capacité de payer avec des services adéquats. Ce budget-là vient ajouter 3 millions à un budget pour les organismes en aide directement, vient ajouter 1 million en aide au centre-ville pour la question d'itinérance parce qu'on le sait qu'elle est concentrée dans le centre-ville de Montréal, vient également ajouter 1 million en relaxant les organismes communautaires propriétaires qui logent des personnes itinérantes, mais en plus vient investir plusieurs millions de dollars dans l'habitation, dans la protection des maisons de chambre, dans l'acquisition de maisons de chambre qui sont prêts aujourd'hui à loger des personnes itinérantes. Ce qu'a oublié de dire M. Langevin, c'est les 300 unités de maisons de chambre qui seront dédiées aux personnes itinérantes d'ici 2027, en plus des projets modulaires qu'on va commencer ici. Alors oui, Madame la Présidente, comme administration, on est fiers parce que nous, on ne gère pas que dans l'urgence, on gère avec un plan de match très clair pour l'itinérance et pour lutter contre ce fléau. Merci, Madame la Présidente. Question complémentaire. OK, je vais essayer d'être pas trop réducteur, mais un peu plus clair et moins slogan dans ce que je vais dire, mais 300 unités d'ici 2027. Votre slogan aux dernières élections, c'était 300 unités par année. C'est pas ça qui se passe. 60 places pour des services d'urgence, des services d'hébergement d'urgence. C'est ce que vous annoncez. Ben, en octobre, Projet Montréal parlait de 800 personnes dans les espaces publics. Donc, la proportion de 60 places de plus, ben, j'ai envie de dire qu'il manque peut-être un zéro à côté, puis peut-être même davantage si on fait une projection d'ici l'année prochaine, comme on l'a nommé si bien lundi dernier. Puis si on se compare à la ville de Laval ou de Québec, qui, eux, ont un plan de lutte à l'itinérance, contrairement à ce qui est un budget
qui finalement va chercher quelques éléments, puis après ça dit que on en fait assez, on n'a jamais fait autant à Montréal. Ben, ça fait 7 ans que la situation s'empire, puis il n'y a aucun indicateur qui sont pris en considération. Il n'y a pas d'imputabilité. Ma question, c'est, est-ce qu'avec l'annonce de ce budget-là, vous avez le sentiment que vous allez avoir un impact? Monsieur Robert Boudry, merci. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me lève parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. La Ville de Montréal n'a jamais autant investi en itinérance. C'est vrai. Les chiffres sont là, puis on n'a jamais autant investi non plus en habitation, et c'est vrai, depuis qu'on est au pouvoir. Mais la chose qu'il faut pas oublier, que je veux rappeler de l'autre côté de la banquette, c'est que tout le monde doit faire sa part. Nous, on l'a fait, mais Québec doit la faire, puis c'est pas normal qu'il y ait 100 millions qui présentement dorment et sur lequel on n'entend jamais l'opposition prendre position. Puis moi, je veux rappeler une chose aussi à l'opposition, c'est que les payeurs de taxes montréalais, ils n'ont pas les moyens de prendre en charge les compétences de Québec en itinérance, en santé mentale, en toxicomanie. Ce n'est pas seulement aux payeurs de taxes montréalais de prendre ces responsabilités-là. Il y a une crise de société et on demande à chacun de faire sa part. On l'a fait, on prend nos responsabilités. Québec doit le faire et le fédéral aussi. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Alan de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le budget qui était déposé, l'administration démontre une nouvelle fois aux Montréalais comment ils gèrent leur argent, toujours avec une gestion questionnable de la dette. Dans la dernière année, Madame la Présidente, l'administration de Projet Montréal a systématiquement refusé de respecter sa politique de gestion de dette qui lui impose un maximum de 100% de la dette équivalent à ses revenus. Et cette année, on est à 107%. On dépense trop pour les revenus qu'on génère. Depuis l'arrivée de Projet Montréal au pouvoir, les Montréalais ont aussi vu la dette nette consolidée de la ville exploser de 41,8%, qui est terrifiant. De plus, pour les 10 prochaines années, 52% d'investissements de la ville seront financés par les emprunts, alors qu'on visait 47% l'année dernière. Le bilan financier de Projet Montréal après 7 ans au pouvoir se résume à un endettement des générations futures montréalaises. Cette façon de le faire est complètement irresponsable, Madame la Présidente. Et ma question, pourquoi Projet Montréal s'endette les Montréalais comme ils n'avaient pas de lendemain? Monsieur Luc Rabouin. Madame la Présidente, on a décidé ici, en conseil municipal, de se donner une dérogation du ratio de 100% pour l'élever à 120%, parce qu'on était conscient qu'on avait du rattrapage à faire dans nos infrastructures. Et on s'est donné un plan de match sur 10 ans de revenir au ratio de la dette de 100%, et la date d'échéance de ce plan, c'est 2027. En 2025, on va être à 108% et on est en train d'atteindre notre cible comme prévu, comme planifié. C'est ça qu'on fait. On va payer cette année 475 millions comptant. Donc, c'est des emprunts qu'on n'a pas besoin de faire, que les Montréalais vont pas avoir à payer d'intérêt. Deuxième ratio qu'on suit, c'est le ratio de la dette nette sur le coût de la dette nette qui doit être sur la base de 16% des dépenses de la ville. On est à 12%. On a toujours respecté ce ratio-là. Donc, le 100%, on y arrive tel que prévu en 2027. Et l'autre ratio, on est à 12%. La limite, c'est 16%. Et la rigueur de notre administration est reconnue par les grandes agences de crédit. On a 2 excellentes cotes de Standard & Poor's et de Moody's. La cote de crédit est excellente. Mais en plus, en 2022, après 5 ans d'administration de Projet Montréal, Standard & Poor's a amélioré notre cote de crédit. On doit être pas si pire. On a une cote maintenant qui est meilleure que celle du gouvernement du Québec. Donc, on a une gestion rigoureuse. Les administrations, les grandes agences le reconnaissent. Et notre dette, nous, est alignée sur des investissements. Question complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne sais pas si M. Rabouin est conscient, mais 2027, c'est demain. Et les écarts à combler vont être
pour la prochaine administration de prendre des décisions difficiles pour essayer d'atteindre la cible que lui, il avait dit s'en vient avec une vitesse assez incroyable, tenant compte de la situation dans laquelle l'administration actuelle les lègue. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire? Je peux bien comprendre l'administration Projet Montréal a surendetté des Montréalais des générations futures. La Ville dispose pourtant d'une stratégie de paiement au comptant, de financer nos infras avec l'argent que nous avons plutôt que de l'emprunter. Mais la Ville ne respecte pas cette stratégie de paiement au comptant. L'an dernier, la Ville nous disait qu'il a voulu mettre 567 millions de cash, et pour diminuer l'emprunt, mais finalement, c'est 100 millions de moins. Pour dire simplement, l'administration appuie sur les emprunts plutôt que sur les revenus réels. Madame la Présidente, après avoir dépassé son ratio maximal d'endettement et ne pas avoir respecté la stratégie de croissance, est-ce que la Ville jette aux poubelles ses cibles et politiques de bonne gestion? Monsieur Luc Rabouin. Madame la Présidente, je veux réitérer qu'on avait du rattrapage à faire et qu'on a décidé en Conseil d'augmenter la limite à 120 %. Donc, on n'est pas en contrevenance de cette règle-là et on est en bonne voie d'arriver à 100 %. Les infrastructures, on doit investir. Les gens en sont bien conscients. Là, quand il arrive un geyser dans le centre-ville, les gens ils comprennent que c'est pas du luxe. Là. On doit réparer nos infrastructures. Et contrairement aux décennies qui nous ont précédés, nous, on pèle pas par en avant. On investit, on refait nos infrastructures. Et contrairement à Ensemble Montréal, nous autres, les investissements de la Ville, ils servent à faire la dette, elle sert à faire des investissements. Heureusement qu'on ne gère pas la Ville comme Ensemble Montréal gère leurs finances de leur parti politique. Madame Vanna Nazarian. Madame la Présidente, les Montréalaises et Montréalais ont connu une dure année au niveau de la gestion des infrastructures. 2 épisodes de pluies abondantes et inondations de nombreux secteurs. Puis le 16 août dernier, une conduite principale d'aqueduc éclatant de façon spectaculaire a forcé l'évacuation d'une centaine de résidences et fermeture d'une vingtaine de commerces. D'année en année, nous apprenons au budget que les investissements annuels nécessaires pour maintenir le seuil d'état de nos actifs n'est pas atteint. Malgré l'augmentation des investissements dans les dernières années, l'écart s'agrandit. De 2018 à 2023, les dépenses dans le réseau d'égouts ont même diminué de 27 %. Cette année, la croissance des investissements est freinée, et ce, malgré la nécessité. En fait, en comparant les sommes prévues des 2 dernières PDI, je remarque que près de 300 millions ont été coupés des programmes de maintien de réseaux primaires et secondaires d'aqueducs et d'égouts. C'est inquiétant, Madame la Présidente. Le dernier portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs indiquait un écart de 155 millions annuellement. Le manque d'investissement est tel que le déficit d'entretien de nos conduites aqueducs et d'égouts se creuse d'année en année. L'indice d'état moyen des réseaux primaires d'égouts est de catégorie mauvais. Ma question, Madame la Présidente, est-ce que l'administration peut nous dire quel est leur plan pour éviter que le déficit d'entretien de nos actifs s'accentue? Pourquoi une coupe de 300 millions dans les programmes de maintien de nos... Madame Maya Vodanovic. Merci, Madame la Présidente. Alors, dans le service de l'eau, on investira cette année, en 2025, 600 millions de dollars. On investit 170 millions de plus pour les ouvrages de rétention pour notre plan de drainage. C'est du jamais vu. On y va jusqu'à 700 millions de dollars. Alors, ça c'est parce qu'il faut faire, et on fait toujours la même chose. On va mettre 75% dans le maintien d'actifs et 25% dans le développement et dans l'amélioration de nos actifs. Alors ça, c'est très important et on ne peut pas tout faire. On aimerait tout faire, on se focus surtout sur nos aqueducs parce que quand un aqueduc brise, il peut y avoir de la pression et des dégâts. Nos égouts, on peut en faire un petit peu moins parce que ça ne fait pas autant de dégâts. Alors malheureusement, on doit faire des choix. Et des choix sont importants. En ce moment, on doit investir énormément dans l'usine d'ozonation qui doit être ouverte en 2028. Une fois ça fait, ça va être investir dans les incinérateurs. Alors, on a beaucoup de travail à faire
Il manque de l'argent dans l'eau, on le sait, mais on doit prioriser et c'est le choix de notre administration de prioriser dans ce qui est vraiment prioritaire et de laisser un peu de côté ce qu'on ne peut pas faire tout de suite, ce qui n'est pas aussi dangereux. Merci. Question complémentaire. Je comprends très bien que le déficit d'entretien ne s'effacera pas en une année, mais un plan d'investissement doit être mis en place pour éviter que le déficit d'entretien soit pelleté par en avant comme c'est actuellement le cas. À chaque année où les investissements en maintien et réparation des actifs est moins élevé que les besoins, c'est des années d'investissement supplémentaires qui seront requises, des années mettant à risque d'inondations ou de bris de conduite. La nouvelle stratégie de l'eau qu'on attend toujours devait permettre l'élaboration d'un plan de financement et d'action pour rattraper le déficit d'entretien de nos infrastructures. Et ma question donc, est-ce que l'administration réalise que le réseau primaire d'égouts est en mauvais état, que le déficit de maintien s'élève à 680 millions et qu'un sous-investissement tel que prévu au budget 2025 va aggraver la situation? Madame Maya, Madame la mairesse. C'est peut-être parce que c'est mon dernier budget, mais il faut que je règle des affaires, là. Tu sais, je veux dire, il faut mettre les montres à l'heure. C'est quand même fascinant, là, Madame la Présidente, d'entendre qu'on pèle par en avant. Non, mais incroyable. Non seulement vous avez eu un mandat complet comme au pouvoir, mais même avant ça, plein d'entre vous étaient dans d'autres administrations et ça a été pelleté par en avant. Ceux qui viennent d'arriver, ça va, là. Vous n'êtes pas responsables, mais voyons donc, un plan d'investissement, non seulement on en a un. Deuxièmement, quand on demande au gouvernement du Québec plus de sommes, on est pour adapter les territoires, puis on n'est pas tout seul, là. Toutes les villes de l'UMQ demandent d'avoir plus le plan vert. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir avoir plus d'argent pour faire plus de travaux. Puis en même temps, ce qui me fascine, c'est que de votre côté de la Chambre, à chaque fois qu'il y a des travaux, vous dites « Bon, encore des travaux. Ah, les méchants travaux. C'est pas bon, les travaux. Ils devraient... » Hey, branchez-vous! Soyez cohérents! Nous, on fait des travaux, mais on sait qu'il y a une capacité d'absorption aussi, puis on met tous les morceaux en place parce que vous n'avez rien fait pendant des années. Il reste 1 minute à cette période de questions, cette première portion. Donc, j'aimerais demander l'intention de prolonger ou pas cette première portion. Monsieur Limoges. Bien sûr, Madame la Présidente, avec grand plaisir, nous allons prolonger de 15 minutes, appelé par Madame Rossi. Très bien. Monsieur Julien Nouratel. Madame la Présidente, une crise de l'habitation, une urgence en itinérance, l'insalubrité, l'insécurité croissante et des chantiers mal coordonnés. Malheureusement, Montréal est dans un très piètre état. Et ce, malgré le fait qu'on compte sur une bureaucratie toujours plus lourde de 3 540 effectifs budgétés supplémentaires à la Ville de Montréal depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal. Cette augmentation faramineuse, parmi lesquelles on compte 36 % plus de cadres, compte seulement 1,5 % de hausse de col bleu, n'a manifestement pas conduit à une amélioration de la situation. Pourtant, dans son mot d'introduction du budget, M. Rabouin affirme que, et je cite, « Ce budget reflète notre souci d'utiliser de manière optimale les fonds publics », fin de la citation. Permettez-moi d'en douter, Madame la Présidente, vu le nombre disproportionné de cadres et les dépenses exorbitantes allouées à leur rémunération. Madame la Présidente, dans la mesure où l'embauche de cadres est coûteuse et qu'elle ne rend visiblement pas ses preuves, est-ce que ce serait pas plus judicieux de revoir le ratio d'encadrement et d'embaucher davantage d'employés qui sont sur le terrain? Merci. Monsieur Luc Rabouin. Merci, Madame la Présidente. C'est une excellente idée. En fait, on est en train de faire la révision systématique des activités et des programmes, comme je l'ai annoncé, et une des mesures, justement, qui a été identifiée par le Service des ressources humaines, c'est de définir des standards en termes de ratio d'encadrement et de définir une norme pour s'assurer qu'on a un meilleur ratio d'encadrement. Donc, on est d'accord. Deuxième élément, on limite l'augmentation du nombre d'effectifs. En 2025, il va y avoir exactement le même nombre d'employés qu'en 2024. Il n'y en aura pas plus à la Ville-Centre. L'autre élément que je pense qu'il est important aussi de comprendre, c'est que les cadres à la Ville de Montréal, bien sûr, il y a le directeur général, il y a les directeurs généraux adjoints, il y a des directeurs de services, mais il y a des centaines de contremaîtres
sur le terrain, justement, qui sont là et qui gagnent pas des gros salaires, mais qui jouent un rôle essentiel dans l'encadrement des équipes pour s'assurer qu'on offre un service à la population. Donc oui, on est soucieux de gérer de manière optimale les ressources et c'est pour ça qu'on fait une revue systématique de toutes les activités et des programmes de la Ville de Montréal. Question complémentaire. Madame la Présidente, l'administration peut bien dire ce qu'elle veut, mais la réalité, c'est qu'encore cette année, il va y avoir une hausse des cadres à la Ville de Montréal. Dans son budget 2025, l'administration prévoit l'embauche de 16 nouveaux cadres, alors qu'on sait pertinemment qu'on en a déjà beaucoup, même beaucoup trop. Madame la Présidente, comment l'administration de Projet Montréal peut-elle expliquer l'embauche de cadres plutôt que des effectifs pour venir servir les services de proximité qui sont attendus de la part des citoyens? Monsieur Luc Rabouin. Madame la Présidente, en 2025, il va y avoir exactement le même nombre d'employés au total qu'en 2024 à la Ville-Centre. Et ce qu'on fait, mais on ajoute des employés. On ajoute des inspecteurs en salubrité parce qu'on va aller plus vite pour l'inspection des logements. On ajoute des ressources pour la centrale 911 parce que maintenant, il y a une nouvelle norme canadienne. Les gens vont pouvoir envoyer des textos, des photos, des vidéos. On ajoute des ressources. On en ajoute à différents endroits. On ajoute des ressources au service de prévention des incendies. On ajoute plusieurs ressources. Qu'est-ce qu'on fait? On en ajoute un, on en enlève un. On fait des priorités. C'est ça qu'on fait pour gérer de manière optimale les ressources de la Ville de Montréal. Monsieur Craig Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Question sur la fiscalité directement. Avec l'adoption du projet de loi 39, la loi sur la fiscalité municipale, il y a des options pour des outils intéressantes que je ne vois pas utiliser avec ce budget-là. Je pense que la population montréalaise voit de plus en plus que l'écart entre les plus riches et les moins riches, les gens qui en arrachent, les gens qui veulent rejoindre les deux bouts, se creuse. Les gens cherchent des solutions. Effectivement, ils veulent plus de services, mais ils n'ont pas tous les mêmes moyens pour en payer. Il y a certains groupes qui possèdent beaucoup à Montréal et certains groupes qui possèdent moins. Avec le projet de loi 39, on peut créer des secteurs, on peut créer des sous-catégories afin de donner des taux variés de taxation. Donc, un propriétaire d'un bungalow à Ville-et-Mort ne paierait potentiellement pas le même qu'un propriétaire d'un manoir sur la montagne. Pourquoi ne pas utiliser de telles mesures en termes de fiscalité avec ce budget? Merci. Monsieur Luc Rabouin. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Sauvé pour votre question. En fait, c'est des préoccupations qu'on a, évidemment. Il y a des nouvelles possibilités qui nous sont offertes. Il y en a qu'on utilise déjà dans le budget. Vous allez voir, on augmente la taxation pour les terrains vacants parce qu'on veut s'assurer de susciter le développement. Ça va coûter 4 fois plus la taxe pour les terrains vacants. On augmente les stationnements qui vont être tarifés. L'année dernière, c'était les stationnements de 10 000 mètres carrés et plus qui avaient une taxation. Maintenant, c'est 5 000. On y va aussi avec notre capacité d'être capable de documenter, de suivre, puis d'effectivement rendre effective notre taxation. Pour les catégories, les différentes catégories auxquelles vous faites référence, c'est des éléments qu'on est en train d'évaluer et qui doivent arriver en même temps que le nouveau rôle d'évaluation qui est prévu pour septembre prochain. Question complémentaire. Bien sûr, je pense qu'il y a une opportunité intéressante là. Actuellement, si on a un taux unique à travers le Montréal, on sait que c'est une flat tax. Donc, c'est pas le taux, la manière de taxer de façon la plus progressiste. Donc, si on peut viser des manières à taxer ceux qui en ont plus, les élites de Montréal, pour qu'ils payent un peu plus, pour donner un break à le reste du monde qui en arrache, qui cherche à rejoindre les deux bouts, qui paye plus pour le logement, qui paye plus pour l'épicerie, qui paye plus pour les services. Je pense que c'est une excellente manière de réduire l'écart de richesse. Et c'est une des choses, je pense, que les Montréalais veulent voir dans les prochains budgets. Donc, je pense qu'il faut avancer ça. Je sais que c'est le dernier budget de cette administration-là, mais il faut avancer sur ce dossier avant la prochaine élection, campagne électorale, afin de laisser une opportunité à la prochaine administration. Merci. Monsieur Luc Rabouin. Donc, je réitère, là, tout à fait, ça nous intéresse beaucoup. Il faut qu'on aligne ça avec le nouveau rôle d'évaluation, mais ce sont des pistes qu'on est en ce moment en train de préparer. Et évidemment, le budget sera voté suite à l'élection, mais on va avoir préparé les choses pour que la prochaine administration puisse prendre des décisions qu'elle souhaite reprendre à ce moment-là. Monsieur Abdelaksari.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cette année, comme vous voyez, l'augmentation du budget du service de police de la Ville de Montréal est de 4 millions de dollars à peine, ce qui représente 0,34% de plus. Sauf que dans les faits, cela correspond à une baisse effective du budget pour une raison bien simple que j'expliquerai qu'en 2024, le budget alloué par la Ville au service de police était de 820 millions, alors qu'il y a concrètement un déficit de 54 millions. Ce déficit s'est creusé d'année en année sous cette administration de Mme Plante. Et budget après budget, celle-ci voile la face. En 2025, la Ville planifie un maigre de 3,3 millions de plus. Pas besoin d'être devin pour dire que le budget de SPVM sera déficitaire parce que l'administration a sciemment prévu des sommes qui sont insuffisantes. En octobre dernier, Madame la Présidente, la Fraternité de policiers et policières de Montréal a alerté pourtant la mairesse. Il serait irresponsable de votre part de ne pas octroyer au SPVM un financement qui tienne compte de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Fin de la citation. Laissez-moi vous rappeler quelques-uns de ces défis, Madame la Présidente. Hausse de la violence armée, des fraudes, des incendies criminels, de la violence conjugale, crise de l'itinérance, enjeux de santé mentale, hausse de la consommation dans les lieux publics et surtout sentiment d'insécurité des Montréalais et Montréalaises. Madame la Présidente, ma question est la suivante. Avec un budget toujours à la traîne, Mme Plante et M. Rabouin pensent-ils tenir compte des défis de sécurité publique auxquels les SPVM et les Montréalais et Montréalaises sont bel et bien confrontés? Monsieur Alain Vaillancourt. Merci, Mme la Présidente. Merci de la question. Je vais référer à un article de la presse d'aujourd'hui où c'était clair que sous notre gouverne, le SPVM n'a jamais été aussi bien financé. Donc, je pars de là. Pour la sécurité, ça a toujours été une priorité pour notre administration. On l'a démontré. On a négocié avec Québec une entente pour plus d'effectifs. On a été très agile pour différentes équipes, pour différents processus, pour différentes organisations de la police, pour justement venir attaquer les situations de sécurité telles que la violence armée, telles que l'extorsion, telles que les feux. Et si on parle de violence armée, depuis les 2 dernières années, ça a diminué de 30%. Donc, les résultats sont là. Nous avons toujours financé la police à la hauteur de leurs besoins. Et en même temps, nous cherchons des économies à l'intérieur du SPVM, là où on peut, sans affecter le service. Mon collègue, ça fait 3 ans qu'il demande plus d'effectifs. Bien, la police comprend plus de 90% du budget de la police, ce sont les effectifs. Nous n'allons pas nécessairement faire des économies sur les effectifs. Nous allons atteindre nos objectifs. Nous allons continuer de bien financer la police pour les besoins qu'ils ont. Et nous travaillons des pistes aussi pour dégager les policiers, justement, des appels dont on sait seraient peut-être plus aptes que d'autres intervenants répondent. Donc, nous sommes sur tous ces pistes-là, mais on s'assure de la sécurité des Montréalais. C'est une priorité pour nous, car c'est une priorité pour tous les Montréalais et Montréalaises sur le territoire. Question complémentaire. Madame la Présidente, cette année, le projet des caméras portatives du SPVM a carrément disparu du PDU. Et ce n'est pas le seul projet qui a disparu du PDU. Plusieurs projets sur lesquels on voulait avoir une certaine vision, une certaine planification, Madame la Présidente, on ne les voit plus. Et j'entends les réponses de M. Rabouin et de Madame la mairesse, et j'entends vraiment quelques termes qui sont vraiment condescendants, Madame la Présidente. Et je m'explique. Dans cette salle-là, aujourd'hui, je ne vois Denis Coderre nulle part. Je ne vois pas la gestion du parti ici, de Ensemble Montréal. Ce que je vois, c'est une augmentation, depuis que vous êtes au pouvoir, de 2,1 milliards de dollars, et je ne vois pas une corrélation de cette augmentation dans les services dont les citoyens demandent. Que ce soit l'insalubrité, que ce soit l'insécurité, ça, on voit une absence. Et quand vous avez répondu à la réponse du maire d'Anjou, je trouve vraiment ça condescendant, parce que ce que je vois dans cette salle, c'est un manque plutôt, excusez-moi, de vision globale, de projet et de PDI. C'est un manque de compétences. Et c'est quand vous parlez d'efficience, il y a le comment qui est vraiment très absent dans vos réponses. Merci. Monsieur Alain Vaillancourt. Alors, on m'indique une absence de réponse, qui est une prérogative du Conseil municipal. Nous poursuivons donc avec l'étude des dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire du Conseil municipal. J'inviterai le leader de la majorité, M. François Limoges, à nous diriger dans ses travaux. Oui, Madame la Présidente, effectivement, pour cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal du mercredi 20 novembre 2024,
En 301, je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal. Je serai appuyé pour ce point et l'ensemble des points subséquents par mon éminent collègue Luc Rabouin. Je mentionne pour votre gouverne, il n'y a pas de changement de séquence ni d'ordre du jour, mais pour les intéressés, il y a un ajout de pièces sur le disque partagé pour les thèmes 3006. Très bien. Avant de poursuivre, je vois une intervention souhaitée de Mme Chantal Rossier. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais spécifier tout de suite qu'au moment des débats, je donne 10 minutes de mon temps à mon collègue, Monsieur Arlen Desouza. Très bien, c'est noté au procès-verbal. Alors, adoption de l'ordre du jour à la rubrique 3.01. Poursuivons. Madame la Présidente, je vais réunir pour des fins d'études et d'adoption les items 30.01 et 30.05 du chapitre Administration et Finances. Et en 30.01, nous déposons le budget 2025 de la Ville de Montréal, volet Ville centrale. En 30.02, nous déposons le programme décennal d'immobilisation 2025-2034 de la Ville de Montréal, volet Ville centrale. En 30.03, nous déposons le budget 2025 de la Corporation Anjou 80. En 30.04, nous déposons le budget 2025 de la Société d'habitation et de développement de Montréal. Et en 30.05, nous déposons le budget 2025 de l'Agence de mobilité durable. Monsieur Arif Salem. Merci, Madame la Présidente. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de déposer un budget, on est en train de déposer un budget aujourd'hui qui frôle les 7,7 milliards 276 millions de dollars au niveau de la Ville de Montréal. C'est une augmentation de charges qui est à peu près de 2,2% en moyenne. Donc, il y a certainement des gens à la Ville de Montréal qui sont en train d'avoir une augmentation plus que ces 2,2%. Puis, quand j'entends les questions, par exemple, de mon collègue Luis Miranda, puis j'entends la réponse de mon collègue Luc Rabouin à sa question, là, je me demande, moi aussi, des questions. Moi, je me demande, et il faut savoir aussi, Madame la Présidente, que dans ce budget qui est déposé, l'administration, elle a le luxe de transférer autant qu'elle veut en pourcentage au niveau des arrondissements. Quand j'entends mon collègue Luc Rabouin nous dire « ben vous devrez vous serrer la ceinture », j'aimerais juste vous rappeler une chose qui est très importante, c'est que cette administration qui est de l'autre côté, Madame la Présidente, ils nous ont transféré au début, juste pour le rappeler, 1% vers les arrondissements. 1%. Vous savez c'est quoi 1% pour les arrondissements, Madame la Présidente? Le 1%, ça a donné $100 en moins après les ajustements chez nous à Saint-Laurent. Il fallait donner $100 de plus à la ville-centre. Il fallait envoyer un $100 de l'arrondissement Saint-Laurent au centre-ville, à la ville-centre, parce qu'ils ont décidé d'aller avec 1%. On a fait une sortie. Les maires et mairesses d'ensemble Montréal ont décidé de faire une sortie publique, non pas juste pour les citoyens d'ensemble Montréal, pour les citoyens de Montréal au complet. On a fait une sortie publique en disant à l'administration, ça n'a aucune allure, ce que vous êtes en train de demander. Ça n'a pas d'allure de juste transférer 1%. Tout d'un coup, on se réveille, puis là, c'est l'illumination qui arrive. On va vous transférer 1,8%. Tout d'un coup, on augmente de 1% à 1,8%. Donc, juste vous dire que avec une telle augmentation, le cordon de la bourse, c'est entre les mains de l'administration. C'est eux qui font les négociations pour l'école bleue. C'est eux qui font les négociations d'augmentation de salaire. Et c'est eux qui ne sont pas en train de donner aux arrondissements le montant nécessaire pour qu'ils puissent justement payer ce qu'on devrait payer pour nos employés. On pelte dans la cour des arrondissements, on envoie le problème dans la cour des arrondissements en leur disant « ben nous, on n'a pas augmenté plus que 1,8%, débrouillez-vous ». C'est comme si l'argent, tu sais, on peut le ramasser comme les feuilles des arbres. C'est comme si l'argent pousse dans les arbres. Nous aussi, en tant qu'arrondissement, on a besoin d'avoir un montant d'argent qui est crédible, un transfert qui est à la hauteur de nos attentes, un transfert qui peut nous donner, qui peut offrir aux citoyens un service de proximité. Malheureusement, on n'a pas ce luxe avec l'administration actuelle. Madame la Présidente, nous sommes devant un budget, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une augmentation de dépenses
de 2,1 milliards de dollars. C'est beau de voir la mairesse se péter le bretelle puis dire « on n'a jamais dépensé comme on a dépensé ». Mais Madame la Présidente, c'est 2,1 milliards de plus en seulement 8 ans d'existence. 8 ans, on a presque 40%, 38% de plus de dépenses. Et qui est en train de payer ces 38%? C'est nos contribuables. C'est les Montréalais qui sont en train de payer une facture qui a augmenté de 38%, alors que dans la promesse électorale de 2017 et de 2021 de Projet Montréal, on avait dit on n'augmenterait pas les taxes plus que l'inflation. Malheureusement, comme je l'ai fait dans ma question, 4 promesses brisées parce qu'on a défoncé le taux d'inflation 4 fois, 1 fois sur 2 dans leur mandat depuis 2017. Ce sont nos résidents de Montréal qui sont en train de payer. On regarde un peu plus dans les détails. On n'a pas eu le temps d'avoir les chiffres comme à temps pour pouvoir passer à travers tout le dossier, tout le budget. On va certainement le faire d'ici le prochain budget. Mais le problème que nous avons, ce qu'on a détecté rapidement, Madame la Présidente, 3540 employés de plus. 3540 employés de plus à Montréal. Si on demande à n'importe quel commerçant, n'importe quel résident dans la rue aujourd'hui, quel service de plus vous avez? Je suis sûr que la majorité des gens vont nous dire on n'a pas de service de plus. Pourquoi? Parce que dans ces 3500 personnes qu'on a augmentées, il y a 700 personnes qui sont dans des arrondissements. Seulement 700 personnes dans des arrondissements. Et les 700 personnes dans les arrondissements, ce sont les gens qui donnent les services de proximité. C'est là où les services se font. C'est là où on est en train de donner à nos jeunes des camps de jour. C'est là où on est en train de nettoyer la neige dans nos arrondissements. C'est là où on est en train de donner des permis de construction. C'est là où on est en train de servir nos citoyens en premier. Malheureusement, Madame la Présidente, on ne pense qu'à la ville-centre, on ne pense qu'à augmenter les employés à la ville-centre, et c'est sûr et certain, on n'a pas de service de plus. J'entends la mairesse se péter le bretelle en disant l'itinérance. Jamais on a dépensé plus que toutes les administrations antérieures en itinérance. Madame la Présidente, on a eu des pouvoirs en 2017 ici au niveau de la ville. Notre collègue Craig Sauvé nous a amené une crise puis en parlant avec lui, il nous a dit on ne peut plus accepter ce qu'on est entre le statu quo. On ne peut plus l'accepter, il faut brasser la cage. Il a amené vraiment une motion pour nous sensibiliser à la veille d'un budget. Puis tout ce qu'on voit, un petit 9,8 millions de dollars dans un budget de 7,3 milliards. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée et on a des pouvoirs. Oui, il y a juste Projet Montréal qui ont voté contre la motion de Craig Sauvé. On était tous d'accord qu'il faut brasser la cage. On était tous d'accord qu'on ne peut plus continuer à vivre avec des campements comme on est en train de vivre avec des campements. On est tous d'accord qu'on ne peut plus continuer à avoir l'itinérance dans notre ville sans qu'il y ait un plan d'action, sans frapper à la porte du gouvernement et lui dire on ne peut plus continuer comme ça. Voici nos besoins. Mettez les gens autour d'une table, mettez les experts autour d'une table. Faites un plan d'action qui a de l'allure. Ayez une vision pour régler ce problème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de vision, Madame la Présidente. Et tout ce qu'on a vu de plus, un tout petit 3,3 millions de dollars. Puis là, on est en train de nous dire qu'il y a 1 million de dollars qui va être sauvé sur les taxes à venir dans les OBNL. Puis ça inclut aussi les OBNL de l'art et tout ce qui se tourne autour. Donc, c'est pas juste... Oui. Vous êtes en train de contredire votre directeur général. Donc, il y a quand même 1 million de dollars qui est en train il y a quand même un 3,3 millions de dollars, un tout petit 3,3 millions de dollars qui est donné aux organismes communautaires qui sont en train d'œuvrer matin, midi et soir, 24 heures par jour, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'aider des gens qui sont au bord de la mort quasiment, parce qu'on a une administration qui est insensible à ce sujet-là. Madame la Présidente, ça fait des années qu'on en parle de notre ville qu'elle est sale. Ça fait des années qu'on est en train de dire ça prend des brigades de propreté dans les 19 arrondissements. Ça fait des années qu'on répète, ayez un programme d'avoir des poubelles fermées.
Faites quelque chose au moins pour cette ville, pour ne plus qu'elle soit sale. Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Un tout petit 800 000 $ pour le centre-ville de Montréal et les artères commerciales. 800 000 $, Madame la Présidente, on ne peut pas aller loin avec ça. On ne réglera pas le problème de la salubrité. Madame la Présidente, les priorités de cette administration ne sont pas à la bonne place. On l'a vu, on le voit dans l'itinérance, on le voit, ça fait 7 ans qu'on parle de ce dossier d'itinérance, Madame la Présidente. 7 ans qu'on ne voit pas de vision, qu'on ne voit pas d'action, il n'y a pas d'action concrète. Tous les ans, mon collègue Benoît Langevin sort pour dire « l'hiver s'en vient, préparez-vous ». L'hiver s'en vient, préparez-vous. Malheureusement, Madame la Présidente, l'administration de Projet Montréal se réveille tous les ans en retard. Oh, on a l'hiver cette année, il faut s'en occuper. Comment on fait? Là, on court. On court, puis on demande à des organismes communautaires de préparer le terrain, mais ils n'ont pas l'argent. Puis ça, on l'a écouté, on a visité des organismes communautaires. On leur demande d'ouvrir des refuges le 1er décembre, puis ils envoient l'argent le 23 janvier. Comment vous voulez qu'un organisme communautaire puisse dépenser de l'argent qu'il n'en a pas? Déjà, à la base, ils sont à court d'argent. Imaginez-vous, on arrive le 23 janvier pour ouvrir un refuge, alors qu'on a demandé à cet organisme communautaire le 1er décembre d'ouvrir le refuge. Madame la Présidente, il y a quelque chose qui ne va pas. La main droite ne parle pas à la main gauche. On est vraiment dans des silos, puis à un moment donné, il faut s'y prendre, ça n'a aucune allure. J'aimerais parler aussi rapidement des inondations, parce qu'effectivement, on a 300 millions de dollars dans les programmes de l'eau qui sont en moins. On a 300 millions de dollars de moins, on sait déjà qu'on s'en va vers une crise climatique. On est dans une transition écologique, on est dans une crise climatique. Cet été, on a eu 3 inondations, Madame la Présidente, à Saint-Laurent. 3 inondations, une fois le 10 juillet et 2 fois le 9 août. Il y a des stationnements qui ont été, il y a des pertes énormes qui ont été faites dans notre arrondissement. Il y a des gens qui n'ont plus d'assurance, il y a des gens qui sont problématiques. Tout ce qu'on entend de l'administration, n'utilisez plus votre sous-sol. Condamnez votre sous-sol, mais continuez à payer le même taux de taxe. Madame la Présidente, il faut être sensible à la population, il faut être humain, il faut juste penser à ces gens-là, et il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer à avoir une diminution dans les installations, parce que des geysers, comme on a eu, on peut en avoir plusieurs aujourd'hui, Madame la Présidente. Plusieurs, et le manque de financement qui est au rendez-vous aujourd'hui, ça nous fait peur, parce que éventuellement, il y a des choses qui peuvent arriver par ce manque de financement. Et avant de finir, Madame la Présidente, on a entendu parler d'habitation, puis on n'a jamais dépensé autant. C'est 33 millions de dollars de plus cette année dans le budget. Madame la Présidente, 33 millions de dollars de plus, on s'entend, on s'en va pas loin avec. On ne réglera pas le problème de l'habitation au niveau de la ville. Puis surtout, qu'on a mis en place un règlement qui ne donne pas de résultat. Un règlement où, dans la promesse de Projet Montréal, on avait parlé de 60 000 logements abordables à construire. 60 000, le règlement qu'ils ont mis en place, il y a 0 règlement. 0 maison abordable qui a été construite depuis qu'ils ont mis en place ce règlement, Madame la Présidente. Un seul logement de logements sociaux, un seul projet de logements sociaux. Madame la Présidente, ça n'a pas d'allure de continuer à vendre des rêves aux Montréalais. Il est temps qu'on se prenne en main. Il est temps que, au moins, cette administration se réveille et qu'elle dépense. On n'est pas en train de dire de ne pas dépenser, mais il faut dépenser à la bonne place. Les services aux citoyens écopent. Ça fait 8 ans qu'ils sont en train d'écoper et ce budget-là n'est pas en train d'aider à régler ce problème. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Luc Rabouin. Merci, Madame la Présidente. En fait, moi, je suis plutôt fier aujourd'hui de déposer un budget équilibré dans un contexte qui est quand même très exigeant, où on a déjà avancé sur la révision systématique des activités et des programmes et on a déjà réussi à dégager une marge de manœuvre de 29 millions pour 2025 et on est aligné pour avoir un 200 millions récurrent d'ici les 3 ou 5 prochaines années. 200 millions récurrents qui va pouvoir être utilisés par les prochaines administrations. Ça va libérer de la marge de manœuvre. Et avec cette marge de manœuvre-là qu'on s'est libéré dans le cadre du processus d'exercice budgétaire, on a la possibilité de réinvestir dans les priorités des Montréalais et des Montréalaises. On réinvestit en habitation, 100 millions
de plus sur 3 ans en habitation pour faire sortir des projets. On a une entente portefeuille avec Utile, 670 logements, avec la SHDM, 1000 logements, dont 300 pour les personnes en situation d'itinérance. C'est des exemples concrets. Depuis qu'on est au pouvoir, Madame la Présidente, avec le budget 2025, on va avoir investi 1 milliard en habitation, en contribution financière à des organismes qui développent des projets ou qui acquièrent, qui sortent des immeubles du marché pour les protéger leur abordabilité à perpétuité. 700, chez ma collègue Caroline Bourgeois, on a aidé la corporation Mainbourg à acheter 700 logements qui vont être protégés à perpétuité. Dans la dernière année, je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne fait pas une annonce d'un nouveau projet depuis que l'entente fédérale-provinciale a été signée puis qu'il y a 1,8 milliard de disponibles. Les projets débloquent, ça roule. Ça tombe bien, on avait acheté des terrains. Pendant des années, on a acheté des terrains, des immeubles pour être prêts quand l'argent allait être là. Puis là, ça, c'est parti, ça se développe. Et récemment, on a dévoilé notre politique de cession des terrains. Elle est même disponible en ligne. Tout le monde est capable de voir où sont les terrains et qu'est-ce qu'ils peuvent développer dessus. C'est très concret, ce qu'on fait en habitation. En itinérance, quand on est arrivé, le budget de soutien aux organismes, c'était 3 millions. On est rendu à 12. 12 millions. Ça, 3 millions, 12 millions, ça fait 3 fois 4. Quadruplé. En 8 ans, on a quadruplé le budget. Quand même, c'est important. Et ça, c'est juste pour soutenir des initiatives portées par les organismes. Je ne vais pas reprendre tout ce que mon collègue Robert Baudry a dit, parce que l'itinérance, c'est pas juste d'aider des organismes, c'est aussi développer des initiatives. On est en train de développer les modulaires. Ben oui, on va en faire 60 au printemps. C'est pas beaucoup, 60. Mais il faut faire les 2 premiers projets pour voir comment ça marche, comment ça s'intègre dans le milieu. Puis notre objectif, après ça, c'est de les multiplier. Puis je suis sûr que chacun dans vos arrondissements, vous allez nous appeler pour nous dire, on en veut, nous aussi, chez nous, on veut en accueillir 30 parce qu'on veut tous et toutes être partie prenante de la solution. J'imagine qu'on va avoir de la proactivité de chacun des arrondissements, pas juste ceux de Projet Montréal, pour accueillir des ressources pour des personnes qui ont besoin de logement. Il y a des gens en ce moment là qui se retrouvent dans la rue, là, puis ils n'ont pas d'autres problèmes dans la vie que de ne pas avoir l'argent pour se payer un logement au prix du marché. Ils se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas de logement. C'est leur seul problème. Il faut qu'on soit capable de répondre à ça. Ça nous prend des unités. Les unités modulaires, ça va nous aider à répondre à ça. L'autre élément que je veux ajouter sur les OBNL, donc on donne un coup de pouce de 10,5 millions. En fait, c'est des OBNL qui ont une exemption de taxes décidée par la Commission municipale du Québec, donc le gouvernement du Québec. Ils les exemptent de taxes, mais historiquement, ils payaient à la Ville une compensation. Donc, une partie, là, c'est moins élevé que la taxe complète. Ils payaient une compensation pour des services municipaux. On a fait la liste des organismes qui étaient là-dedans. Puis on a vu qu'il y avait à peu près 1 million en compensation de taxes qui étaient payés par des organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance, qui sont au front, à bout de bras, qui manquent de ressources, qui ont une chance qu'ils sont là pour nous aider à faire face à la situation. Ben, on leur donne un break, on leur donne une pause. Ils paieront plus cette compensation-là. Pas cette année, plus jamais. C'est fini, on l'abolit. Même chose pour plusieurs organismes qui offrent une programmation de sport, de loisirs, des YMCA par exemple. On en a un à Saint-Laurent, Quartier-Ville, on en a à différents endroits de Montréal. Terminé. Ils ne payent plus là-dessus. Renaissance, l'ATAU, les 7 doigts, le TNM, en voulez-vous? Des organismes culturels, des organismes en sport et loisirs et des organismes communautaires qui offrent des services aux populations vulnérables. Le message qu'on leur envoie, là, c'est de la reconnaissance, de la gratitude. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils continuent. D'une façon concrète, c'est pas juste de leur dire merci, c'est de laisser de l'argent dans leur coffre pour qu'ils puissent améliorer leur offre de services aux citoyens et aux citoyennes. C'est un message fort qu'on veut leur lancer. On continue, on les maintient, les investissements dans les infrastructures. Puis je veux juste vous rappeler qu'un portrait des actifs, l'état de nos actifs, les infrastructures souterraines, nos immeubles, nos rues, nos parcs, ça n'existait pas. On n'avait pas de portrait des actifs à la Ville de Montréal. Là, on en a un. Il est encore imparfait,
mais il est quand même excellent pour nous aider à prendre nos décisions sur les priorités d'investissement. On avance, on gère mieux la ville. Pour les employés, le nombre d'employés, on a créé une équipe en habitation, ça n'existait pas à la ville, il n'y avait pas d'équipe en habitation. Et sur l'augmentation du nombre d'employés, on a fait le choix en 2025 de ne pas augmenter le nombre d'employés. Mais je veux quand même attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Donner des contrats à l'externe, c'est pas toujours le choix le plus rentable pour la Ville de Montréal. Et dans la révision des activités et des programmes, on va toujours prendre la meilleure décision en fonction de l'intérêt des Montréalais. Puis ça se peut que des fois, on décide qu'on va préférer offrir le service par des employés de la Ville parce que c'est un meilleur deal pour la population. On va les faire service par service. Je vous rappelle que l'année dernière, on était en appel d'offres pour des contrats de déneigement. On a eu une proposition qui était le double du prix payé dans le contrat précédent. On a dit « Non, merci, ça ne marche pas. » À un moment donné, il y a des limites. Puis on a décidé de le faire à l'interne. C'était la bonne décision à faire. Ça dépend des situations. Puis on va évaluer pour être sûr qu'on prend la meilleure décision pour les Montréalais. Et, je veux quand même souligner que l'opposition nous a demandé, il n'y a pas très longtemps, d'indexer les arrondissements à 2 %. Ils nous ont demandé ça en conseil municipal, puis on a offert 1,8 %. C'est quand même proche. Donc, il me semble que ça démontre qu'on a fait quand même un effort qui est considérable. C'est pas assez. On sait que les arrondissements ont besoin de plus de ressources. Je le sais, j'en dirige un arrondissement. On le sait. Puis on a besoin de plus de ressources à la Ville-Centre. Mme Nazarian le dit, M. Salem le dit. Si on écoute l'opposition, M. Hénoratel aussi, il faut ajouter des ressources. Ça prend des brigades de propreté partout. Il faut ajouter des ressources dans nos infrastructures. Et là, je revis ce qu'on a vécu l'année dernière. C'est-à-dire qu'il faut plus, puis que ça coûte moins à la fin. Ça marche pas. Donc, d'ici le 8 décembre, je vous invite, quand vous allez nous demander de dépenser plus, dites-nous aussi où vous coupez. Ça va nous aider. Donc voilà, je suis très fier de ce budget-là, un budget qui est équilibré, qui respecte la capacité de payer des Montréalais et qui nous permet de faire face à des défis qui sont énormes. Crise du logement, crise des vulnérabilités, adaptation de nos infrastructures au changement climatique. On est au rendez-vous avec ce budget. Merci. En l'absence d'autres interventions, notons donc l'adoption des rubriques 30.01 à 30.05. Monsieur Limoges. Merci, Madame la Présidente, mais les items sont en fait déposés, non pas adoptés. Ils seront adoptés le 9 décembre. Merci pour la correction. Dépôt. Nous allons réunir pour fin d'études et de dépôt les items 30.06 à 30.10. En 36, on dépose la résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines réserves en immobilisation de compétences locales. En 30.07, on dépose une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du financement des dépenses afférentes au centre-ville. En 30.08, on dépose des contributions financières aux organismes exerçant des activités relevant du conseil municipal et la quote-part 2025 à la communauté métropolitaine de Montréal. En 30.09, on adopte la mise à jour de l'équilibre budgétaire. En 30.10, on mandate la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2025 de la Ville de Montréal, volet Ville centrale, et du programme décennal d'immobilisation 2025-2034 de la Ville de Montréal, volet Ville centrale, ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes. En l'absence d'intervention, notons donc le dépôt des items énoncés aux rubriques 30.06 à 30.10. Poursuivons. Alors, Madame la Présidente, nous allons terminer avec une série d'avis de motion et dépôts de projets de règlement. En 40.01, nous donnons un avis de motion et dépôt. Je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur les taxes. En 41.02, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement. En 41.03, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur les tarifs. En 41.04, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement
relatif à la tarification de l'eau fournie aux immeubles non résidentiels. En 4105, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules. En 4106, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 100 millions de dollars afin de financer les travaux d'infrastructure et d'aménagement urbain, la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles et l'achat d'équipements. Déposé. Alors, en l'absence d'autres interventions, tous les sujets de cet ordre du jour de séance extraordinaire étant épuisés, il est 14h16. Cette séance est donc levée. Merci.